Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à l'échiquier international. Gaza, de nouveau bombardée par ces temps de fin d'année. L'entité sioniste a multiplié ses bombardements sur le centre et le nord de Gaza, n'offrant aucun répit à cette population entièrement meurtrie. L'ONU, de son côté, affirme amèrement que Gaza va droit vers un désastre humanitaire. Étouffé, étranglé, bombardé, il n'y a plus un moyen de persécution où tous les moyens ont été utilisés, d'épuration qui n'est pas été utilisée par l'entité sioniste pour effacer les Palestiniens. Mais malgré toute cette sauvagerie, le Palestinien résiste. L'année 2023 est à marquer d'une pierre blanche, comme la couleur de ces linceuls qui enveloppent les corps innocents de ces milliers d'enfants palestiniens partis, hélas, trop tôt. Mais ne succombons pas au sentiment d'impuissance qui pourtant est très fort. Pour en parler aujourd'hui à l'échiquier international, nous avons ce plaisir de recevoir M. Omar Benberti. Vous êtes analyste des questions internationales. M. Omar Benberti, bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir et mes salutations et mes meilleurs voeux à votre public. Merci beaucoup, M. Omar Benberti. Alors, bien sûr, aujourd'hui, nous sommes au 85e jour des bombardements sur Gaza. On revient vers des bombardements dans le nord, dans le centre. L'entité sioniste multiplie justement ses frappes et largue encore des bombes sur les Palestiniens à Gaza. L'ONU, ce n'est pas la première fois, bien sûr, parle d'un véritable désastre. Alors après le génocide, c'est carrément un désastre humanitaire qui menace aujourd'hui Gaza. Omar Benberti. Monsieur Omar Benberti. Oui, après le génocide est permanent et ça fait maintenant presque 3 mois qu'il a lieu. Il n'y a pas lieu de s'en étonner, mais au-delà des souffrances que cela inflige et des images atroces que les télévisions nous rapportent, ce qu'il faut retenir, c'est qu'en termes de stratégie, la résistance palestinienne a gagné. Les batailles militaires sont perdues, malgré le nombre élevé de victimes, d'enfants, de femmes, mais c'est un désastre militaire pour la première puissance militaire de la région, avec sa puissance technologique, avec les États-Unis derrière, avec toute cette réputation qu'il a entourée. Elle fait face à une résistance farouche. Et là, il faut reconnaître une chose, c'est que le peuple palestinien fait la preuve qu'il est capable de résister au-delà de ce génocide qui est absolument effarant. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est l'inanité de ce qu'on appelle la communauté internationale, des autres pays, qui assistent en cette fin d'année impuissants à un génocide sous ses yeux qui se déroule normalement, comme si de rien n'était. On a beau multiplier les déclarations à droite et à gauche, ça ne changera rien à la volonté de ce gouvernement d'extrême droite fasciste et nazi que préside Netanyahou de détruire, de massacrer, de faire des choses horribles contre ce peuple qui résiste avec la plus grande pugnacité. Mais en termes de stratégie, si on élargit un peu le spectre, on observe que la première puissance dans le monde militaire qui s'appelle les États-Unis, qui a fait de cette région, toute la zone du Moyen-Orient, qui a fait de cette région sa région, dans la mesure où il ne faut pas perdre de vue et ne pas oublier que les bases américaines sont disséminées à travers tous ces pays. Il y en a en Arabie Saoudite, il y en a au Qatar, il y en a à Bahreïn, il y en a, et bien entendu, Israël, c'est la base la plus importante de la puissance américaine. Donc ça veut dire qu'il y a une stratégie délibérée, au-delà des attitudes effrayantes de ces fascistes, mais il y a une attitude délibérée de faire en sorte que cette zone reste entre les mains de la puissance qu'on appelle les États-Unis d'Amérique. Ce sont eux qui, s'ils voulaient d'un claquement de doigts, décideraient que demain le cessez-le-feu soit prononcé. Mais ils ne le font pas. Ils envoient encore une fois leur ministre des Affaires étrangères qui, bien entendu, quand il débarque à Israël, il déclare ouvertement qu'il est juif. Et donc ça ne change absolument rien à ce que l'administration américaine déploie un maximum de couverture et qui fournit toutes les armes possibles et imaginables, et même l'argent
pour faire en sorte que cet État sioniste continue le massacre qu'il est en train de faire. Ça, c'est le troisième point. Et donc, à partir de là, si on veut rester dans un domaine plus ou moins stratégique, on est obligé de réfléchir d'une autre façon. Il y a deux puissances qui n'interviennent pas, qui ne disent pas grand-chose, sinon des déclarations diplomatiques, comme la Russie, bien entendu, et la Chine. Et il y a surtout le fait que le reste de la planète se tait, ne dit rien. Les pays arabes, ce qu'on appelle les pays arabes qui sont autour d'Israël, bon, sortis de l'Arabie Saoudite, le reste ne sont que des petits royaumes qui ne servent strictement à rien, sinon à semer la zizanie quand il s'agit de le faire et à exécuter les ordres de leur puissance tutélaire. Ces royaumes et ces monarchies arabes ne réagissent pas, elles sont presque à la limite, je dirais, relativement convaincues que ce que fait l'État sioniste va dans l'intérêt ou dans leur intérêt, à part le Yémen et le Liban. Mais le Liban et le Yémen sont deux pays totalement différents. Le Liban, il y a le Hezbollah qui intervient, mais le Hezbollah, ce n'est pas un État, c'est une résistance, c'est un parti politique. Oui. L'État libanais n'existe pas. Le Yémen, il a été aussi malmené pendant une dizaine d'années par ses voisins, les Émirats et l'Arabie Saoudite, mais ils ont des positions tout à fait honorables, et ne serait-ce que du point de vue humain, puisqu'on peut se situer sur ce registre-là, oui. De ce point de vue-là, ils posent de véritables problèmes à l'entité sioniste. Au-delà de ça... Oui. Oui, je vous en prie. Oui, allez-y, poursuivez l'idée, je ne vais pas vous interrompre. Au-delà de ça, ce que je veux dire, c'est que si on fait une étude stratégique de la situation, on se rend compte que les enjeux stratégiques sont énormes et que l'année 2024 qui arrive dans 2 ou 3 jours, cette année-là va poser les véritables problèmes qui sont en train de naître suite à ce qui se passe, non pas seulement pour ces pauvres Palestiniens, mais surtout dans le fait qu'il y a un changement de paradigme dans les relations internationales. Et donc, la puissance qui est en perdition, l'Europe en particulier, mais aussi les États-Unis, face au développement des autres puissances que sont la Fédération de Russie, de la Chine et de l'Inde, est en train de se débattre comme elle peut. Sauf que cela, bien entendu, se fait au détriment, malheureusement, des Palestiniens. Très bien, monsieur Omar Benberti. Justement, on va voir que la situation humanitaire est réellement désastreuse, comme l'a dénoncé donc l'UNRWA et les ONG ou les organisations de l'ONU qui sont sur place, enfin sur place non, mais certains éléments, puisque l'UNRWA, on va le voir tout de suite, qu'elle n'est pas la bienvenue par l'entité sioniste en tous les cas. C'est pour ça que chaque fois, elle a été la cible de plusieurs bombardements des écoles et des refuges de l'UNRWA. Mais tout de suite, je vous propose donc de entendre ou de voir ensemble justement ce sujet qui a été donc ou qui est signé Sohila Akilal pour revenir sur la situation dramatique de ces Palestiniens qui sont étouffés, affamés, soifés, qui ne trouvent même pas de linceul pour enterrer leurs morts. Tout de suite, Sohila Akilal. Des corps sans vie enveloppés dans des draps blancs avant leur inhumation. En islam, le linceul ou kafen est une étoffe blanche dans laquelle est emmailloté le corps du défunt avant son enterrement. Depuis le 7 octobre, ce tissu blanc est devenu le symbole du génocide sioniste à Gaza. Car depuis, pas un jour ne passe sans que des dizaines, voire des centaines de martyrs, de blancs recouverts, rejoignent leur dernière demeure. Le grand nombre de martyrs a fait du linceul blanc un symbole de cette guerre. Son influence est égale à celle du drapeau palestinien. Le linceul est devenu un symbole de la cause palestinienne et le symbole de cette guerre, la guerre génocidaire contre le peuple de Gaza. Au rythme mouvant les massacres, Gaza connaîtra bientôt une nouvelle pénurie, celle des linceuls. Même morts, les Gazaouis continuent de subir les affres de ce génocide. Les linceuls stockés donnés par des bienfaiteurs ont été complètement épuisés dans les premiers jours de la guerre. À un moment, j'en avais plus.
J'ai donc été amené à mettre 4 à 5 martyrs dans le même linceul. Le nombre de morts atteignait 70, 80, voire même 120 martyrs. Je ne m'attendais pas du tout à un tel nombre de décès. On parle de chiffres invraisemblables, plus de 20 000 martyrs, sans compter les personnes disparues. Le nombre de morts dépasse les 20 000 martyrs. Les 10 000 martyrs qui restent sous les décombres n'auront plus de linceul, car ceux disponibles à Gaza ne suffiront pas. Je suis certain qu'il y a plus de 10 000 martyrs sous les décombres. Le nombre croissant de martyrs oblige les hôpitaux à faire appel à des bénévoles pour envelopper les cadavres. Ces hommes et ces femmes travaillent sans relâche, à tel point que certains d'entre eux n'ont pu voir leur famille depuis le 7 octobre. Jusqu'à présent, nous n'avons pas vu nos proches. Nous travaillons 24 heures sur 24, comme vous le savez. Les martyrs peuvent arriver à tout moment. Ce travail est difficile, épuisant et tragique en raison du grand nombre de martyrs que nous recevons et du manque de sommeil. Ils auront subi la pire des morts. Les martyrs de Gaza méritent d'être enterrés dans la dignité, recouverts de linceul blanc immaculé, pour rejoindre un monde meilleur. C'était là un sujet signé donc Souila Akilal. Comme on vient de le voir, Monsieur Omar Benparti, la situation est réellement désastreuse et dramatique. Il n'y a même pas de quoi enterrer les morts. Cela dit, selon donc les agences et les articles de presse, les blessés du bombardement qui a survenu donc entre la nuit d'hier à celui d'aujourd'hui vendredi, les blessés sont transportés dans des couvertures. Ils sont posés. Il n'y a pas de lit, il n'y a même pas où les mettre, même pas des civières. Ils sont posés des fois, parfois, à même le sol. La plupart des victimes sont des enfants. Les conditions dans les hôpitaux, selon la commissaire générale de l'UNRWA, donc les conditions dans les hôpitaux, je reprends, c'est du jamais vu, c'est ce qu'elle dit. Il n'y a presque pas de matériel, de médicaments, les professionnels sont épuisés. C'est ce que dit donc la commissaire générale de l'UNRWA, mais également la directrice des opérations internationales chez Médecins sans frontières, Elena Ranchal. Alors, finalement, si ça continue comme ça, il n'y aura plus personne pour sauver ceux qui doivent être sauvés ou ceux qui doivent être sauvés parce qu'ils sont sous les décombres. Il y a quand même des opérations de secours qui se font, M. Omar Benparti, mais à ce rythme, ça sera un petit peu difficile parce qu'on va arriver à une situation de zéro où il n'y aura plus personne pour sauver personne. Oui, mais ça fait partie de la stratégie mise en œuvre par le gouvernement sioniste. Leur objectif, c'est de liquider complètement la population de Gaza. Ils ont développé plusieurs scénarios. Ils ont essayé de faire en sorte qu'ils puissent les envoyer à travers un certain nombre de pays. 1 million ici, 500 000 là, 250 000 là, en Turquie, en Europe, etc. Leur objectif, c'est pour ça qu'ils bombardent au quotidien. Ils n'ont pas de scrupules à ce niveau. Bon, ça, c'est le visage hideux de ce pays. Et les masques tombent à travers l'ensemble de tous les êtres humains de cette planète. Voir autant de massacres et ne pas réagir, il faut vraiment, je ne sais pas, qu'est-ce qui se passe dans cette fin dans ce début du XXIe siècle, si les êtres humains sont devenus fous. Enfin bref, toujours est-il que l'Égypte pourrait jouer un rôle, mais elle ne le fait pas. Il faut dire les choses comme elles sont, alors qu'elle a une frontière avec Gaza, c'est-à-dire qu'elle devrait pouvoir s'imposer et faire en sorte que ces gens soient sauvés. Elle refuse systématiquement qu'il y ait l'Hijra, qui est une espèce d'exode de la population de Gaza. La Jordanie, c'est un agent de la CIA, le gouvernement qui est sur place. Le roi de Jordanie, lui-même, est au service d'Israël. Donc, il ne faut rien attendre de ces pays-là. À partir de ce moment-là, ce qui reste, c'est ce que fait l'Afrique du Sud, qui essaie de bousculer et d'imposer à la Cour pénale internationale qu'elle joue un petit peu son rôle, parce qu'elle est constituée de magistrats, même si on sait que ces magistrats sont sous la botte de l'Amérique. Mais toujours est-il que les Américains eux-mêmes vont à un moment ou à un autre, parce que les masques est tombé de la manière la plus horrible qui soit, ces Américains-là, l'administration Biden, va devoir à un moment ou à un autre prendre des dispositions. Il y a des dissensions actuellement au sein du gouvernement sioniste. Il y a 2 ministres d'extrême droite qui menacent de démissionner
si on ne va pas au bout de la guerre. Aller au bout de la guerre, à leurs yeux, c'est quoi? C'est éliminer complètement la population palestinienne. Sauf que cette population palestinienne n'est pas qu'à Gaza. Elle est aussi des Falgharbia. Mais il y a les jeux aussi des autres factions palestiniennes, en particulier de l'autorité palestinienne qui est censée défendre les acquis de tout le peuple palestinien, mais qui attend avec fébrilité, elle aussi, comme les autres, la fin de la guerre pour commencer à se positionner et dire Gaza, c'est nous qui allons l'administrer. Donc, il y a quelque chose de surréaliste dans toute cette histoire. Et je vous dis encore une fois, les seuls qui ont payé le prix, mais un prix terrifiant, ce sont ces malheureux Palestiniens. Sauf que Darbat al-Qarn, comme aurait dit le Abu Abaïda, cette frappe du siècle a démontré et a fait tomber tous les masques. Tous les masques. Et à partir de ce moment-là, jamais, parce qu'on a eu des exemples, il y a eu la guerre d'Algérie, il y a eu la guerre du Vietnam, il y a eu des tas de guerres de décolonisation dans lesquelles les peuples ont payé des prix énormes. Nous, on a payé 1 500 000, les Vietnamiens, ils ont payé 8 millions de morts. Au Vietnam, les B-52, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais ils bombardaient 24 heures sur 24 des populations vietnamiennes. Donc, à partir de ce moment-là, ça, on croyait que c'était au siècle dernier, que ça ne se reproduirait plus. Ça se reproduit malheureusement, et ça continue, ça montre que rien n'a changé sous le ciel d'Allah. Le problème, Monsieur Amal Benberti, sans vouloir vous interrompre, le problème c'est que effectivement il y a eu une guerre où l'Algérie a perdu plus d'1 million de martyrs et demi, comme vous le dites, au Vietnam. Mais là, ce n'est pas un pays, là c'est une région, c'est un quartier. Raza, c'est une ville, je veux dire. C'est pas comme si on parlait d'un pays. En fait, c'est une ville qui est prise en otage. C'est une ville qui est massacrée. Donc, est-ce qu'on va laisser Raza être décimée à travers la stratégie mise en œuvre? Parce qu'il y a une stratégie, il ne faut pas croire que le fait que les États-Unis aient donné leur feu vert et qu'ils voient, ils voient ce que vous voyez, ce que je vois, ils le voient, ils le savent aussi bien, sinon mieux que nous. Mais le fait qu'ils aient donné leur feu vert et qu'ils aient alimenté en bombes, en explosifs, en munitions cette armada sioniste, ça veut dire qu'ils sont d'accord. Cette stratégie consiste à faire quoi? Ils veulent donner un exemple à tous les Palestiniens pour leur dire il faut que vous déguerpissiez. Il faut que vous ne restiez pas là pour que l'État d'Israël assure la mainmise sur cette région du Moyen-Orient et qu'il fasse le gendarme, le rôle pour lequel il a été créé, parce qu'il a été créé dans ce but-là et rien d'autre. Maintenant, les pays qui sont autour, à part l'Iran qui constitue un danger pour les États-Unis d'Amérique, les autres sont tous des affiliés des États-Unis. L'Égypte, on aurait pu croire à un moment qu'elle prendrait un petit peu, qu'il y aurait un peu un sursaut d'honneur, mais finalement, elle ne réagit pas. Donc, les factions palestiniennes sont piégées par cette stratégie qui les dépasse, mais en même temps, c'est ça qui est paradoxal, c'est qu'en même temps, elles font la preuve qu'elles sont capables de mettre à genoux cet ogre monstrueux qui s'appelle les États-Unis d'Amérique avec son petit rejeton qui est Israël. Alors, très bien, M. Amal Benberti, il y a un autre point sur lequel j'aimerais justement qu'on discute, parce que de toute façon, il semblerait que c'est parti pour durer. En tous les cas, on ne sait pas encore à quel moment doit s'arrêter cette guerre dévastatrice contre les Palestiniens à Gaza. Dernièrement, il y a eu des déclarations assez provocatrice, disons-le ainsi, du ministre israélien ou de l'entité sioniste qui disait qu'il faut absolument larguer la bombe nucléaire sur Gaza pour en finir. Alors, ce sont des propos qui ont été jugés dangereux et incitation au crime par certains pays. N'empêche que le mot a été lâché. Moi, ma question, ce n'est pas le fait que ce genre de propos soit dit par un ministre sioniste, c'est la reconnaissance en soi que l'entité sioniste détient l'arme nucléaire et pourtant elle ne fait pas du tout l'objet de recherche et d'examen comme c'est le cas par exemple pour l'Iran par l'AIEA. Bien sûr, il faudrait être très naïf pour penser à que ça. L'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique, et ça avait déjà été dénoncé en son temps par son président, rappelez-vous,
lorsqu'il y a eu les investigations qui ont été faites en Irak et ensuite en Iran, il avait déclaré que c'était bidon tout ça, et qu'en vérité, il fallait aussi poursuivre d'autres pays qui détenaient l'arme nucléaire. Mais la reconnaissance officielle, pratiquement, puisque c'est un ministre qui l'a dit, par l'entité sioniste qu'elle détenait des armes nucléaires, c'est pas tant le fait de vouloir balancer une bombe tactique sur Gaza qui va les déranger, mais c'est un message qui est adressé à l'Iran. Oui. Rappelez-vous que pour l'Irak, on avait inventé tout un tam-tam. On avait raconté des tas d'histoires, la 4e armée du monde qui détenait des armes chimiques, et même Colin Powell avait balancé cette petite fiole dans laquelle il y avait de l'eau de Javel pour dire que c'était des armes chimiques. Donc, ils n'ont aucun scrupule, je veux dire. Si on continue de croire... Même les mensonges les plus grossiers. Pardon ? Je disais que rien ne les arrêtait, même les mensonges les plus grossiers. Bien sûr, mais le massacre, quand ils ont montré les images du 7 octobre, Tofan al-Aqsa, ils ont montré des bébés décapités, etc. C'était faux, mais ça n'a jamais été repris ensuite par les médias occidentaux que vous connaissez et qui sont restés sur ces images-là en disant qu'il n'y a pas eu de massacre, il n'y a pas eu de viol de femmes, c'est pas vrai. Mais ils restent sur le mensonge et ils traitent de terroristes ces jeunes Palestiniens qui se battent avec à main nue pratiquement et pieds nus en plus. Et donc c'est pour vous dire simplement que ces gens n'ont aucun scrupule. À partir de ce moment-là, la leçon qu'il faut en tirer, parce que ça va se finir par s'arrêter. Dans une semaine, dans quelques jours, le gouvernement Netanyahou va exploser. Parce que les Américains, ils ont une campagne électorale importante et Biden sent très bien que le tapis lui échappe sous les pieds. Il va falloir qu'à un moment ou à un autre, ils disent basta, ça suffit. Et ils vont arrêter, c'est certain. Sauf que les masques étant tombés, maintenant tout le monde sait à quoi s'en tenir. Oui. Tout le monde, quand je dis tout le monde, c'est les peuples, parce que les gouvernants, les dirigeants n'ont pas de scrupules. Le prince des Émirats, il est en train de nous empoisonner l'existence ici, à côté de chez nous au Maroc, avec l'argent qu'il donne aux Marocains. L'Arabie Saoudite, le prince Salman, il sait plus à quel jeu jouer. Bon, bref, toujours est-il que les autres pays maintenant, ceux qui sont un petit peu dans le cas de l'Algérie ou l'Amérique du Sud et d'autres, ou l'Afrique du Sud, ces pays-là vont comprendre que dorénavant, il n'y a que ce langage-là qui peut fonctionner avec ce genre de comportement. Il n'y a pas d'autre raison de s'exclure du club atomique. Il n'y en a pas. Oui, alors un responsable israélien, juste pour terminer, avait dit, sans citer de nom, avait dit qu'il n'y a aucune raison qui nous empêcherait de larguer la bombe nucléaire, n'eût été que nous serions également parmi ceux qui en paieraient les conséquences. C'est-à-dire que n'eût été la proximité, il l'aurait peut-être fait, donc ce n'est pas par indulgence, il faut bien le comprendre. Monsieur Omar Benberti, oui. Juste pour terminer, pour clore, parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps, j'aimerais vous donner le dernier mot sur aujourd'hui, avec cette fin d'année 2023, qu'est-ce qui attend encore les Palestiniens qui n'ont pas encore vu, ou déjà vu? J'ose espérer pour eux que l'année 2024 leur apportera le réconfort de ce qu'ils ont fait, parce que ils ont quand même administré la preuve qu'on ne pouvait pas enterrer cette question palestinienne, parce que c'était un petit peu dans l'air du temps. Ils ont apporté la preuve qu'ils étaient un peuple résistant farouchement et qu'ils ne quitteront jamais leur terre natale. Ça, c'est un point sur lequel il faudra leur rendre hommage. Et l'histoire retiendra cela, parce que faut pas raisonner à partir de l'année 2023-2024, mais dans 30 ans, dans 20 ans, on parlera d'eux comme on parle du Vietnam ou de la guerre d'Algérie. Donc, ils sont en train de semer des graines de résistance et jamais l'État sioniste d'Israël n'aura la paix. Voilà ce que je voulais dire. Merci beaucoup, M. Omar Benberti, pour donc cette pensée. En tous les cas, ce qui est sûr, c'est que le droit international aujourd'hui est en hibernation. Peut-être reprendra-t-il tous ses droits une fois que les Palestiniens seront tous décimés. En tous les cas, c'est l'impression qu'ils nous donnent et cette impression qu'ils attendent que ça. Je veux juste dire qu'était avec nous Omar Benberti, analyste des questions internationales, au départ par Skype et par la suite après une coupure donc par téléphone. Monsieur Omar Benberti,
Merci pour votre contribution. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été avec nous. On se retrouvera pour d'autres numéros de l'échiquier international les jours à venir. Au revoir.